Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast Mentoresse. Je suis Céline Tran et je suis ravie de vous accueillir dans mon émission Mon terrain de jeu. Alors le principe, comme je le disais dans la première émission, c'est de prendre le temps de faire connaissance, puisque si vous m'avez déjà vu en média, bien entendu vous avez eu quelques informations sur mon parcours, mais le principe c'est de prendre le temps de développer les nuances, les étapes, en espérant que ça résonne pour vous, et puis viendra le temps où j'aurai la joie d'accueillir des invités. Je vais vous en dire un peu plus sur le reste de mon parcours. La dernière fois, j'ai évoqué le départ. Ce jour-là où j'ai pris conscience, dans mon corps, dans mon intuition aussi, qu'il était temps de partir. Et ça a été très libérateur. Ça a été un non au métier que j'exerçais depuis 13 ans, mais ça a été un oui pour moi, en tant que femme. La question qui survient, forcément, c'est « Ok, et qu'est-ce que j'ai fait ensuite ?» Parce qu'au moment où j'ai arrêté, j'ai 33 ans, à ce moment-là, et j'ai beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce que je fais de tout ça ? C'est assez flippant, en fait, de placer tout son temps, toute son énergie, toute son âme quelque part dans une activité, et ce pendant des années, et d'arrêter comme ça du jour au lendemain. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, vous ? Parce que c'est bizarre. On ne sait plus à quoi on sert. Et comme je ne sais pas à quoi je sers, que je sais juste ce que je ne veux plus faire, eh bien, je redirige mon énergie vers le sport. Et à ce moment-là, c'est d'une aide énorme parce que ça me permet de me dépenser. Je réalise à ce moment-là que je n'avais pas fait de sport depuis le lycée, quoi. Quel gâchis! J'ai 33 ans et jusqu'à présent, je réalise que toute mon énergie, elle est partie dans mon travail. Donc il est temps que je prenne soin de moi et que j'explore mon corps différemment. Et je décide d'expérimenter plusieurs disciplines. Parmi elles, la danse, les danses de salon. Et ça, c'est un sacré challenge parce que je me retrouve à danser avec des hommes et j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude d'être en interaction avec des hommes. Moi, ce que je connais, ce sont les tournages X, qui sont forcément, vous l'imaginez bien, très sexualisés. Et dans la danse, il y a beaucoup de séduction, mais c'est une séduction de jeu, de chorégraphie. C'est pas une séduction qui est mise en place pour obtenir quelque chose de l'autre. On va pas coucher avec son partenaire de danse. Non, on crée ensemble, on crée une alchimie, et c'est ça qui rend que c'est sensuel et que c'est beau. C'est artistique, en fait. Ça a été vraiment enrichissant pour moi parce que ça m'a permis de me reconnecter à une féminité que je n'avais pas tant explorée. Et c'est une sacrée leçon quand vous apprenez à marcher avec des talons, avec grâce, par quelqu'un qui est un homme. Ouais, c'est une bonne leçon d'humilité. L'humilité, c'est probablement l'une des plus grandes leçons que j'ai pu tirer de l'activité sportive. Ça et la persévérance. Le goût de l'effort, je l'ai toujours eu. La discipline, je l'ai eu d'une certaine manière, c'est vrai, parce que j'ai toujours été très carrée dans ma manière de vivre. Mais ce que j'aime avec le sport, c'est qu'on ne peut pas tricher, en fait. On ne peut pas griller les étapes. Il y a eu d'autres disciplines sportives, comme les arts martiaux. Je me suis aussi inscrite en cours de jiu-jitsu. J'étais très mal à l'aise au départ, parce que là aussi, il y a du contact. Et c'est très perturbant de se retrouver collé à un homme sur le sol. À ce moment-là, j'étais hyper mal à l'aise. J'étais en fait justement super pudique. Encore une fois, parce que pour moi, le toucher, c'était forcément quelque chose de sexualisé. Et c'est génial parce que j'ai appris à découvrir qu'on pouvait être dans une forme de camaraderie et une forme d'agressivité aussi, qui est propre aux arts martiaux, mais qui est encadrée, qui est saine, qui n'est pas du tout une agressivité qui est là pour blesser l'autre. C'est un jeu, on apprend l'un avec l'autre, et c'est un peu comme une danse aussi, sauf qu'elle est différente. Et enfin, et ça a été l'activité qui a vraiment mobilisé le plus mon énergie, je me suis inscrite en école de cirque. J'avais une amie, Belladonna, que j'ai mentionnée lors du premier épisode, qui était actrice aussi, et qui avait pris sa retraite peu de temps avant moi. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est offert un saut en parachute pour célébrer notre fin de carrière. Bel exemple de lâcher prise. On s'est bien marré. Je vous le recommande. C'est très libérateur parce qu'il n'y a pas de négociation dans le saut en parachute. On saute ou on saute pas. Et quand on saute dans le vide, c'est tout. Tout qui est lâché. C'est le corps, la tête. Il n'y a pas de négociation, mais ça se fait dans un cadre sécurisé, heureusement. Donc, Belladonna, Michel,
s'était inscrite en école de cirque et elle m'a dit « Mais viens, viens avec moi ». Ok, bah ouais, pourquoi pas. J'ai du temps, j'ai de l'énergie, je sais toujours pas à quoi je sers. Mais j'ai une chance énorme, c'est que j'ai le luxe de pouvoir prendre mon temps. Donc je m'inscris en école professionnelle de cirque, alors que je suis totalement débutante. J'ai pas d'expérience avant qui me permet d'avoir les ressources physiques. Je manque de gainage, je manque de cardio, je manque de souplesse, je manque de tout. Et c'est très bien. En fait, c'est très bien parce que là, il n'y a pas de Katsuni, il n'y a pas de star internationale du X, on s'en contrefout. C'est Céline, débutante, à la traîne, qui galère, alors que les autres, qui ont 10 ans de moins que moi, sont super doués. Et il y en a qui viennent du Cirque du Soleil, et moi, je sais même pas faire un équilibre sur les mains, et je suis déjà bien contente de faire le grand écart, et d'avoir quelques prédispositions, parce que oui, je suis souple, mais je suis débutante. Donc autant dire qu'à ce moment-là, entre la danse, le jiu-jitsu et le cirque, je me retrouve à m'entraîner entre 5 et 7 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine. Donc je passe de zéro sport à l'entraînement intensif. Je vais à mon école de cirque, quand j'ai arrêté, je vais au cours de jiu-jitsu, et à côté, il y a les danses de salon, et forcément, hein, quitte à prendre des cours, autant faire de la compète. Donc très vite, je me prête au jeu, j'adore ça. Il y a beaucoup de joie là-dedans, beaucoup d'enthousiasme, je suis une vraie gamine. Parce qu'en plus, ce qui me plaît là-dedans, et il y a un lien avec mon ancienne carrière, c'est que je joue à chaque fois à être un autre personnage. Je peux pas m'en empêcher, c'est dingue, hein. J'ai toujours besoin, en fait, de m'investir d'une énergie de quelque chose pour jouer à. Et encore une fois, ça me procure une sensation de liberté. Je ne suis pas la même femme quand je danse le tango et quand je danse la salsa ou quand je danse la valse. Déjà, il y a une tenue, il y a une énergie, une technique bien sûr qui est propre à chaque danse, mais je ne suis pas la même femme au sens où dans la valse, je suis aérienne, gracieuse, dans la pureté, un peu comme en danse classique. La salsa, c'est la danse de la joie, en tout cas pour moi. Elle pétille, elle est joueuse, taquine. Dans le tango, elle est beaucoup plus sulfureuse, beaucoup plus secrète et confidentielle, dangereuse parfois. Et ça me plaît d'incarner toutes ces facettes de femme. La question persiste, et moi dans tout ça? Quelle femme je suis vraiment quand j'enlève, encore une fois, le faire? Le besoin de faire, toujours plus, d'expérimenter toujours plus. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que d'un côté, c'est génial, ça me nourrit, ça m'occupe, parce qu'au moment où je fais ça, clairement, je cogite pas, j'ai pas le temps. Et je m'entraîne tellement que je vais jusqu'à l'épuisement. J'ai besoin de m'épuiser, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, parce que ça m'apporte de la satisfaction, parce que je vois que je progresse, parce que je vois que j'occupe une place plus importante vis-à-vis de mes profs. Donc ça flatte mon ego, ça m'encourage, je me dis « Ah ok, peut-être que je sers à quelque chose ». En jiu-jitsu, je suis encore une autre femme. Je suis une guerrière. Et ça me reconnecte à l'adolescente qui faisait du karaté. Ça fait du bien parce que ça réveille l'adversité et c'est cool aussi. Dans le cirque, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de me produire en spectacle. Alors c'est un petit spectacle confidentiel, hein. C'était juste les familles des élèves, rien de fou. Mais quand même, c'était dans un chapiteau. Le chapiteau de l'école. C'est pas rien. Moi, j'ai grandi avec cet univers-là. Aller au cirque, c'est quand même quelque chose qui met des étoiles dans les yeux. Et là, c'est à mon tour. Je fais du tissu aérien depuis 2 mois. Je dois présenter un numéro. Évidemment que j'ai pas le niveau. Mais avec le peu de choses que je sais faire, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. On me lance le défi de le faire, donc je le fais. Et ça tombe bien, j'aime bien les défis. Je fonctionne comme ça. Je suis tétanisée, et là, ça cogite. Mais ouais, parce que quand on est dans l'insécurité, qu'on a le trac, il y a toutes les bonnes vieilles peurs qui ressurgissent, tous ces fantômes qui s'accrochent à vous, qui chuchotent dans le creux de l'oreille. Qu'est-ce qui génère ça? C'est que je vais être face à un public. Jusqu'à présent, j'étais avec les autres personnes avec qui je m'entraînais. C'était neutre, j'étais Céline, j'étais personne. Et du coup, c'était rassurant. Là, je dois faire un spectacle, il y a des parents, il y a des enfants. Et je me dis, moi qui suis connue aux États-Unis, il y a forcément quelqu'un qui va me reconnaître. Et c'est l'enfer. Je suis derrière les rideaux avant de passer sur scène. En plus, je suis grippée, donc je suis super mal. En plus, gros syndrome de l'imposteur parce que je suis débutante. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et j'ai vraiment cette hantise
qu'on me reconnaisse, qu'on me montre du doigt et qu'on crie au scandale. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Vous vous rendez pas compte? Non mais franchement, une actrice porno, devant nos enfants, vous avez pas honte? En fait, je suis déjà en train de me juger à ce moment-là, c'est terrible, hein. Je suis déjà en train de m'enfermer moi-même dans un jugement que je projette chez les autres. C'est dingue comme on peut se faire du mal, tout seul. On est très doué pour ça, hein. Et c'est le moment d'y aller. Projecteur dans le visage. Alors l'intérêt des projecteurs, c'est qu'on voit pas le public. Ça crée comme un rideau blanc et ça isole. Et là, pas le choix. Il faut être dans son corps, respirer, se concentrer. Et je me reconnecte à ma joie. Je me reconnecte à mon envie. La sensation d'avoir de la chance. Je me dis, putain, mais quand même, tu te rends compte là? Tu fais un spectacle. Souviens-toi quand tu étais petite, que tu étais gamine, tu te posais pas la question. Tu faisais des spectacles pour le jour de l'an. Et c'était facile. Moi, je faisais des spectacles de danse pour ma famille, et je faisais même payer la place d'ailleurs, attention. Et je mettais des costumes et j'étais fière de moi et c'était évident. C'est normal, j'étais enfant. J'avais pas encore eu un conditionnement, j'avais pas encore appris le jugement, j'avais pas encore appris la honte. Et je me reconnecte à ça. J'ai choisi une musique qui me fait trop plaisir et je me dis, oh là là, le pied, allez, tant pis. Tant pis. Maintenant que je suis là, je le fais à fond. J'ai fait mon numéro, j'ai vu des visages qui souriaient parmi le public, des parents, des enfants, les profs, applaudissements, fin de spectacle. Et voilà. Qu'est-ce que ça a changé au monde? Rien. Mais moi, ça m'a apporté énormément en fait, parce qu'à ce moment-là, je me suis sentie accueillie. Et ce qui a été fou, c'est de se sentir accueillie en étant anonyme. C'est-à-dire que je n'étais personne. Enfin, j'étais personne. Bah si, en fait, j'étais Céline. Et waouh, ça fait du bien quand même de se dire putain, je peux exister sans être Katsuni, je peux exister juste avec le peu que je suis. Putain, genre, je suis émue, fais chier. Donc le spectacle s'achève et ce que j'aime dans l'esprit du cirque, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stars. Bien sûr qu'il y a des numéros qui ont plus de succès que les autres, mais le principe c'est de rester soudés, on est une équipe. Donc on fait notre numéro, mais derrière on range. On est tous soudés pour ranger le matériel et saluer ensemble. Et là pour moi c'est aussi un apprentissage parce que j'apprends à intégrer la pratique individuelle avec une pratique collective, à faire partie d'un groupe. Et les journées se succèdent, je continue de m'entraîner, je vois que mon corps se transforme, j'aime énormément sentir les courbatures, je me sens vivante. C'est intéressant cette sensation d'avoir mal et d'aimer ça parce qu'on se dit « Ah ouais, là je sens que j'ai bossé en fait. J'ai mérité mon progrès parce que je sens que j'ai forcé. Je suis allée au-delà du seuil aujourd'hui. Et j'ai toujours eu ça en moi, ce besoin de me dépasser et d'aller à la limite et de jouer avec ça. Et je reconnais que j'ai eu ça aussi dans le cadre de ma sexualité de tournage. Et là, je reproduis ça. Et j'en tire une certaine fierté. Je pense que c'est une bonne chose. Je fais du tissu aérien, j'ai des traces de brûlures sur la peau, des bleus de partout. Et j'en suis fière. Parce que ce sont des trophées. Je dis, ah, c'est bien, j'ai bien bossé, j'ai bien morflé aujourd'hui, c'est bien. Et puis je suis aussi entourée de personnes qui sont un peu pareilles, honnêtement. On est tous un peu obsédés par la perf, parce que c'est de perf dont il s'agit. Sauf que j'oublie que je n'ai pas le même corps qu'eux, je n'ai pas le même âge, je suis plus âgée, moins entraînée, et j'écoute pas les douleurs. D'ailleurs, je ne suis pas sûre, en fait, à ce moment-là, de vraiment faire la différence entre une douleur d'effort, la douleur de courbature, et vraiment la douleur qui est un signal comme quoi ça va pas. Là, c'est trop. La douleur de la blessure. Et je persiste, et à un moment donné, ça fait clac, et déchirure intercostale. Ça fait mal. Pas de négociation, parce que quand on a une déchirure, en fait, on est obligé de s'immobiliser, donc je suis obligée d'arrêter ma pratique. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Toute ma vie tournait autour du sport. Toute mon énergie était dirigée vers le fait de s'entraîner du matin au soir, jusqu'à ce que j'atteigne un état d'épuisement qui me permettait enfin de dormir. Donc je ne cogitais pas, j'oubliais mes questions existentielles. J'étais dans le corps certes, mais finalement, c'était une manière de me barrer. Tiens, c'est drôle. Ça me rappelle 13 ans de carrière, ça. Une manière de se barrer, de rentrer en transe finalement. C'est ça qu'on fait quand on est addict. Parce que autant utiliser le mot juste, c'est de l'addiction. Je crois que beaucoup de gens sont en état d'addiction et s'en rendent pas forcément compte. Je parle pas d'être passionné, je parle pas d'être excessif.
On a le droit en fait d'être à fond dans quelque chose et c'est même très beau d'ailleurs et c'est comme ça aussi qu'on devient performant. Moi je parle vraiment de ce qui amène de la souffrance, sachant que la souffrance en fait elle était déjà là, c'est juste une manière de vouloir l'étouffer. Et au moment où je me blesse, je me retrouve à nouveau dans le vide. Ah merde, je suis blessée, j'ai pas le droit, j'ai pas le choix. Je dois rester immobile. Évidemment, comme je suis têtue, mais je vais voir plein de médecins. Je fais plein de tests, je leur dis mais non, vous avez tort, mauvais diagnostic, allez, il y a bien une manière, une botte secrète pour se réparer. Et surtout, réparez-moi au plus vite. Moi aussi, je leur mets la pression. Je veux que les gens autour de moi soient performants pour servir ma propre obsession. Je ne me rends pas encore compte à ce moment-là que je continue d'être enfermée dans le même schéma que je vivais aussi dans l'UX. C'est-à-dire que je m'enfermais toute seule dans un processus, non pas d'épanouissement, mais quelque part d'une forme de destruction. Au départ, ça apporte de la satisfaction, ça stimule, on baigne dans les hormones. Et puis à un moment donné, il y a un point de rupture et généralement, c'est le corps qui nous le fait savoir. Il dit c'est trop. Qu'est-ce que je fais à partir du moment où là, mon corps me dit « Hey, t'as décidé d'arrêter le X. Là, tu peux plus faire de sport. » Eh bien, c'est peut-être le moment de te poser la vraie bonne question. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Bon, je pense que ça, on pourra en parler dans le prochain épisode. Peut-être que ces paroles résonnent pour vous. Je vous parle de sexualité dans la pornographie, d'addiction. Je vous parle de sport. Mais ce comportement, on peut l'avoir dans plein d'autres domaines. On peut l'avoir dans le travail. On peut l'avoir dans des tâches qu'on s'attribue au quotidien et on s'en rend pas compte. Combien de personnes à un moment donné vivent un burn-out? Je vous laisse méditer tout cela. Peut-être que vous connaissez des personnes aussi qui vivent ça. Peut-être que vous l'avez traversé. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de traverser ça, de le dépasser. Et il y a des étapes, et c'est ce que j'ai fait. Mais on en parlera dans le 3e épisode. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de mon podcast Mentoresse. Je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode et pour cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.